qu'à force de creuser ma pauvre tête déjà si creuse, je crois que j'ai trouvé le moyen de nous tirer tous de peine. Voici comment. Vous savez bien, tante Bégon, cette brave femme qui me gardait quand j'étais petit, Dieu ait son âme, la vieille coquine, elle chantait de bien vilaines chansons après boire. Bon, je vous dirai donc, mes révérends pères, que tante Bégon de son vivant se connaissait aux herbes de montagne autant et mieux qu'un vieux merle de Corse. Voire, elle avait composé sur la fin de ses jours un élixir incomparable en mélangeant 5 ou 6 espèces de simples que nous allions cueillir ensemble dans les Alpilles. Il y a de belles années de cela, mais je pense qu'avec l'aide de saint Augustin et la permission de notre père abbé, je pourrais, en cherchant bien, retrouver la composition de ce mystérieux élixir. Nous n'aurions plus alors qu'à le mettre en bouteille et à le vendre un peu cher, ce qui permettrait à la communauté de s'enrichir doucettement comme ont fait nos frères de la Trappe et de la Grande. Il n'eut pas le temps de finir. Le prieur s'était levé pour lui sauter au cou. Les chanoines lui prenaient les mains. L'argentier, encore plus ému que tous les autres, lui baisait avec respect le bord tout effrangé de sa cucule. Puis chacun revint à sa chaire pour délibérer, et séance tenant, le chapitre décida qu'on confierait les vaches au frère Thrasybule pour que le frère Gaucher pût se donner tout entier à la confection de son élixir. Comment le bon frère parvint-il à retrouver la recette de tante Bégon ? Au prix de quels efforts ? Au prix de quelle veille ? L'histoire ne le dit pas. Seulement, ce qui est sûr, c'est qu'au bout de 6 mois, l'élixir des Pères Blancs était déjà très populaire. Dans tout le comtat, dans tout le pays d'Arles, pas un mas, pas une grange qui n'eût au fond de sa dépense, entre les bouteilles de vin cuit et les jarres d'olive à la picoline, un petit flacon de terre brune cacheté aux armes de Provence, avec un moine en extase sur une étiquette d'argent. Grâce à la vogue de son élixir, la maison des Prémontrés s'enrichit très rapidement. On releva la tour Pacôme. Le prieur eut une mitre neuve, l'église de jolis vitraux ouvragés, et dans la fine dentelle du clocher, toute une compagnie de cloches et de clochettes vint s'abattre, un beau matin de Pâques, tintant et carillonnant à la grande volée. Quant au frère Gaucher, ce pauvre frère laid dont les rusticités égayaient tant le chapitre, il n'en fut plus question dans le couvent. On ne connut plus désormais que le révérend père Gaucher, homme de tête et de grand savoir, qui vivait complètement isolé des occupations si menues et si multiples du cloître, et s'enfermait tout le jour dans sa distillerie, pendant que 30 moines battaient la montagne pour lui chercher des herbes odorantes. Cette distillerie, où personne, pas même le prieur, n'avait le droit de pénétrer, était une ancienne chapelle abandonnée, tout au bout du jardin des chanoines. La simplicité des bons pères en avait fait quelque chose de mystérieux et de formidable. Et si par aventure un moinillon hardi et curieux, s'accrochant aux vignes grimpantes, arrivait jusqu'à la rose du portail, il en dégringolait bien vite, effaré d'avoir vu le père Gaucher, avec sa barbe de nécromant, penché sur ses fourneaux, le pèse-liqueur à la main, puis tout autour des cornus de grès roses, des alambics gigantesques, des serpentins de cristal, tout un encombrement bizarre qui flamboyait ensorcelé dans la lueur rouge des vitraux. Au jour tombant, quand sonnait le dernier Angélus, la porte de ce lieu de mystère s'ouvrait discrètement, et le révérend se rendait à l'église pour l'office du soir. Il fallait voir quel accueil quand il traversait le monastère. Les frères faisaient la haie sur son passage. On disait « Chut, il a le secret !» L'argentier le suivait et lui parlait la tête basse. Au milieu de ces adulations, le père s'en allait en s'épongeant le front, son tricorne aux larges bords posé en arrière comme une auréole, regardant autour de lui d'un air de complaisance les grandes cours plantées d'orangers, les toits bleus où tournaient des girouettes neuves, et dans le cloître éclatant de blancheur, entre les colonnettes élégantes et fleuries, les chanoines habillés de frais défilaient 2 par 2 avec des mines reposées. « C'est à moi qu'ils doivent tout cela, » se disait le révérend lui-même, et chaque fois cette pensée lui faisait monter des bouffées d'orgueil. Le pauvre homme en fut bien puni. Vous allez voir.